Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un mystère qui me terrifie mais qui me passionne en même temps. De toute façon c'est un peu le cas pour tout ce qui me terrifie, ça me passionne en même temps. Illogique. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du triangle des Bermudes. On va parler un peu de tout, des théories, des faits, de ce qui s'est passé. Donc pour situer tout ça, le triangle des Bermudes, c'est tout simplement un triangle formé entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Il est aussi appelé le triangle du diable parce que l'île des Bermudes est aussi appelée l'île du diable. C'est un endroit dans l'océan Atlantique qui fait beaucoup parler parce qu'il y a eu énormément de disparitions et de témoignages disant qu'il y avait des trucs paranormaux ou anormaux qui se passaient. Donc ça a laissé place à beaucoup de théories, de spéculations autour du sujet et aujourd'hui on va en parler plus profondément. Donc la zone du triangle elle reste quand même discutée aujourd'hui parce qu'elle varie selon les récits, en fait selon les dires des personnes qui ont vu des choses, qui ont vécu des choses ou selon les épaves qui ont été retrouvées. Elle varie entre 500 000 et 1,5 million de kilomètres carrés, donc c'est énorme. Autant dire qu'il y a plein de navires et plein d'avions qui ont disparu, qui ont eu des accidents et qu'on a retrouvés ou pas dans cette zone du triangle des Bermudes. Et vu qu'on aime bien un peu les mythes, les légendes et tout ça, on a tendance à enjoliver les choses, à les rapporter à cette légende, alors que parfois ça s'est pas du tout passé dans cette zone. En février 1964, la zone géographique va être définie par Vincent Gaddis, qui lui donnera également l'appellation du triangle des Bermudes. Donc tout commence en 1492 avec le fameux Christophe Colomb qui aurait rapporté à son époque le fait que son compas s'était déréglé dans le secteur. Le 17 septembre 1950, un article paraît et fait pour la première fois mention des disparitions inexpliquées dans le secteur du triangle. 2 ans plus tard, donc en 1952, un article sort et il traite de l'événement du vol 19. Donc le vol 19 c'est un des événements les plus connus dans le triangle des Bermudes. En fait c'était une escadrille, donc l'escadrille 19, qui était composée de 5 chasseurs bombardiers et qui ont disparu le 5 décembre 1945 au large de la Floride. C'est une affaire qui intrigue encore pas mal parce qu'elle reste toujours inexpliquée, ou du moins les théories restent discutées. C'est vraiment cette disparition là qui va populariser le mythe du triangle des Bermudes. En 1974, un journaliste sort un article qui parle du grand nombre de disparitions dans le secteur et le mystère va donc s'amplifier. Dans les années 1970, il y a plusieurs ouvrages et articles qui sortent et qui font beaucoup parler d'eux, qui ont beaucoup de succès, et ça va marquer le début d'enquêtes et de contre-enquêtes à propos du triangle. J'ai sélectionné 6 histoires qui ont vraiment intrigué et alimenté le mythe du triangle des Bermudes que je vais vous conter tout de suite. En novembre 1840, le Rosalie, un navire français, est retrouvé à la dérive au large des côtes de Cuba. Les voiles sont déployées, les canots de sauvetage en place et sa cargaison est intacte, mais tout l'équipage a disparu. En 1881, l'Helen Austin effectue régulièrement la jonction entre New York et Londres. Il croise cette fois-ci la route d'un voilier vide. L'équipage de l'Helen Austin va donc décider de transférer la plupart de ses passagers sur l'autre voilier, histoire de le ramener en Angleterre. Plus tard, l'Helen Austin va retourner aux États-Unis et il va croiser la route du même voilier. Donc l'équipage est content, ils vont récupérer leurs hommes et quand ils arrivent à hauteur du bateau, ils constatent que le bateau est à nouveau vide. En 1921, les 11 membres d'équipage du Carol Deering, retrouvés échoués près de Cap Hatteras, ont disparu. En 1925, le SS Cotopaxi, avec 32 marins à bord, disparaît après avoir envoyé un message intrigant. Danger like dagger now, come quick. En février 2020, l'épave a été retrouvée au large des côtes de la Floride et les scientifiques assurent qu'ils ont une explication rationnelle à cette disparition. En fait, les causes du naufrage, elles seraient tout simplement liées au fait que les écoutilles du bateau étaient très anciennes et endommagées. En cas d'inondation, l'équipage n'aurait donc pas pu évacuer toute l'eau qui s'accumulait à bord et le bateau a donc sûrement dû traverser une tempête tropicale. La météo est donc sûrement passée d'une situation mauvaise à catastrophique très rapidement. Parce que dans cette zone du triangle des Bermudes, la météo est très changeante et ça peut surprendre les bateaux et les avions qui y passent. En octobre 1961, au cours d'un exercice de vol, un bombardier géant B-52 composé de 8 réacteurs disparaît dans un nuage isolé. Le 4 septembre 1970. C'est l'histoire de Bruce Gernon avec 2 de ses passagers. Ils montent à bord d'un monomoteur Beechcraft Bonanza et décollent pour un trajet d'environ 1h30, donc ils vont relier les Bahamas à Miami. On précise que le pilote c'est un pilote expérimenté parce qu'il a beaucoup d'heures de pilotage à son actif malgré son jeune âge et il a l'habitude de faire ce trajet, donc il est pas plus inquiet que ça. Et puis au départ la météo est super bonne, donc les 3 passagers sont vraiment super
super rassurés. Après avoir décollé, ils commencent à prendre de l'altitude et ils arrivent à 300 mètres d'altitude et ils rencontrent un petit nuage qui va grossir jusqu'à devenir un gros cumulus. Donc Bruce à ce moment-là, il passe le nuage sans trop de problème. À la sortie de ce nuage, il y en a un autre beaucoup plus massif juste derrière qui l'attend et il n'a pas d'autre choix que de passer à l'intérieur du nuage. Donc à ce moment-là, ils sont à 3500 mètres d'altitude et ils se retrouvent dans le noir complet. À l'intérieur du nuage, Bruce va spécifier qu'il ne pleut pas, donc Bruce comprend que ce n'est pas un nuage d'orage. Et en continuant de voler à l'intérieur du nuage, des éclairs vont illuminer de part et d'autre le nuage, mais Bruce va comprendre que ce n'est pas de la foudre parce que les éclairs sont beaucoup trop lumineux pour ça. Après une trentaine de minutes de vol, les instruments ils vont commencer à s'affoler et Bruce va perdre totalement le contrôle de l'avion. Au fur et à mesure, le nuage commence à prendre la forme d'un tunnel et le seul moyen d'en sortir, c'est la lumière qu'il voit au bout. Sauf que Bruce, il a l'impression que le nuage commence à se rétrécir et que la sortie du nuage commence à lui échapper. Miraculeusement, les 3 passagers vont réussir à sortir, ils vont contacter l'aiguilleur de Miami qui se trouve à terre. L'aiguilleur va leur dire qu'il les a perdus, qu'il ne les voit plus sur les radars et ensuite va leur dire qu'ils sont au-dessus de Miami, qu'ils vont bientôt atterrir à Miami. Mais Bruce qui a l'habitude de faire ce trajet, il sait qu'il lui faut à peu près 1h30, donc il se dit que c'est impossible, il peut pas être arrivé à Miami. Il aurait mis 47 minutes, donc il lui reste encore 43 minutes à effectuer avant d'arriver, donc il se dit que c'est impossible. Sauf qu'il va continuer à voler et il va voir devant lui les plages de Miami. Ils vont atterrir sans problème à l'aéroport de Miami et à l'atterrissage ils vont constater qu'ils ont consommé beaucoup moins de carburant que d'habitude, comme si le trajet avait été plus court. Le témoignage des 3 passagers a été corroboré par le contrôle aérien, donc ils n'ont absolument pas menti, il s'est passé exactement ce que Bruce a vu et il va essayer d'expliquer cette téléportation par la théorie du brouillard électrique. Donc le brouillard électrique il se situe entre 2 précipitations orageuses et soi-disant cela peut compresser l'espace-temps. Ils vont aussi parler de l'énergie noire et donc des trous noirs, qu'il aurait peut-être emprunté une sorte de trou noir. Et en fait, les nuages dans lesquels il est passé avec son avion, ce sont des nuages qui sont pas forcément rares dans la région. Ce qui a vraiment choqué, c'est le fait qu'il se soit, téléporté. Donc encore aujourd'hui, on n'a pas d'explication sur ce qui s'est passé. Il a même écrit un livre qui est disponible sur Amazon, j'ai checké, si vous voulez aller voir. Il y a également une vidéo sur YouTube qui explique mieux que moi ce que j'ai expliqué, j'ai juste résumé la vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et quelques mystères en plus pour vous, c'est cadeau. Mais maintenant qu'on est dans l'ambiance, on va passer aux faits. On estime aujourd'hui pour les disparitions à plus de 180 pour les navires et 80 pour les avions au cours des 100 dernières années. On compte aussi 8000 appels de détresse dans la zone du Triangle des Bermudes. Je vais vous parler de 3 faits les plus connus du Triangle des Bermudes qui ont fait beaucoup parler et qui sont résolus ou pas. Donc d'après les récits, il y a vraiment beaucoup d'avions et beaucoup de bateaux qui ont été pulvérisés, attirés sous la mer, attirés même par le haut, prenant de plus en plus d'altitude jusqu'à disparaître des radars et disparaître complètement. Il y a aussi d'autres témoignages de personnes qui ont disparu en mer et qui ont laissé juste avant des messages rassurants disant que tout se passait bien, qu'ils allaient bientôt arriver et en fait on ne les a plus jamais revus. Mais là on va plutôt se baser sur les faits qui sont les plus connus, expliqués ou pas, et qui ont bien sûr contribué à alimenter le mystère du Triangle des Bermudes. Le premier fait c'est celui de l'USS Cyclops en 1918. C'est un navire charbonnier de l'US Navy. Il va quitter à ce moment-là la Barbade direction Baltimore. Alors qu'il traverse le triangle, il va disparaître sans laisser de traces avec ses 309 marins à bord. A noter qu'il n'y a aucun SOS qui a été lancé, personne n'a vu que quelque chose n'allait pas. Toutes les recherches jusqu'à aujourd'hui, elles ont absolument rien donné. Il n'y a même pas un débris qui a été retrouvé de ce bateau. C'est encore aujourd'hui la disparition la plus massive jamais enregistrée. Ce mystère, il a donc alimenté toutes sortes de théories autour du Triangle des Bermudes, surtout des théories relevant du paranormal et du surnaturel, bien que la disparition n'a pas vraiment été prouvée dans la zone du Triangle des Bermudes. Le deuxième fait, c'est l'histoire du vol 19 en 1945. Donc le vol 19, c'est l'escadrille 19, comme je l'ai dit juste avant, composé de 5 avions torpilleurs, les Avengers, ainsi qu'un B-24 et un PB-4Y privateer. Désolée si je le dis mal, je sais pas comment on dit. Donc au total, il y a 14 hommes qui ont été portés et disparus ce jour-là, alors que ça devait juste être un vol d'entraînement. Et le comble de tout ça, c'est que pendant les recherches de ces avions, il y a un hydravion qui a disparu et il avait à son bord 13 personnes. Cette histoire est un peu expliquée, bien qu'il y ait beaucoup d'hypothèses, mais les explications les plus rationnelles sont les suivantes. En fait, l'escadrille 19, elle se serait perdue et elle aurait été obligée d'amérir, donc c'est-à-dire atterrir à même l'océan, parce que les pilotes n'auraient plus eu de carburant. À
ce moment-là, celui qui encadrait l'escadrille, c'était Charles Taylor. Et pendant toute l'opération, il aurait été assez confus parce qu'il connaissait pas du tout la région, il connaissait donc pas du tout les changements climatiques possibles dans cette zone qui étaient très soudains et très violents. Donc le problème qu'il aurait pu se poser, c'est qu'il ait désorienté au final toute l'escadrille et qu'il se soit perdu en mer, il les aurait éloignés de la terre ferme. Il est possible qu'au départ de la mission, le temps ait été très clément, qu'il fasse très très beau, et qu'au milieu de la mission, il y ait eu une tempête qui se soit déclarée, et donc qu'une erreur de navigation ait été commise. L'hydravion qui a disparu pendant la recherche aurait quant à lui eu une défaillance mécanique. Donc avec ce petit schéma juste ici, on voit en point numéro 1 le décollage de la base aéronavale qui a eu lieu à 14h10 ce jour-là. En point 2, c'est là où l'exercice des bombardements a eu lieu. En point 3, c'est le premier virage qu'ils ont pris, et en point 4, le second virage qu'ils ont pris. Le point 5, c'était normalement l'arrivée prévue. Le point 6, c'est leur position qui reste inconnue entre 15h40 et 17h50. Le point 7, c'est une radio de triangulation qui a réussi à réduire la position du vol sur à peu près 100 miles à 17h50. Le point 8, c'est le BPM-5 qui décolle de la base aéronavale de Bananariver à 19h27. Le point 9, à 19h50, le BPM-5 explose en vol. Donc le BPM-5 qui est l'hydravion. Le point 10, c'est les Cays de Floride, donc la région de Floride, au-dessus desquels pensait être le pilote Taylor, donc le leader de la mission. Aujourd'hui, c'est un incident qui fait encore débat, il est très discuté au niveau des raisons de la disparition de cette escadrille, parce que tout d'abord, les gens disent qu'un lieutenant aussi expérimenté que Charles Taylor n'aurait jamais laissé partir ses pilotes sans carburant. Ça fait un peu sens quand même. Et donc cette remise en cause de la théorie n'a fait que alimenter encore une fois le mystère autour du triangle des Bermudes, parce que personne n'a retrouvé les avions et personne ne sait réellement au final ce qu'il s'est passé. Donc bien sûr, il y a eu des théories des plus rationnelles aux plus loufoques, dont bien sûr un enlèvement par les extraterrestres. Et ça a d'ailleurs été utilisé dans un film, Rencontre du troisième type. Le troisième fait se passe le 22 décembre 1967 au large des côtes de la Floride. Deux hommes montent à bord du luxueux yacht le Witchcraft, qui signifie sorcellerie. Bon, faut pas être superstitieux pour appeler son bateau comme ça, c'est clair. Après 2 km de navigation, le bateau se trouvait très près des côtes de Floride quand il a heurté quelque chose. Le capitaine va alors appeler les gardes-côtes, demandant un remorquage et signifiant qu'il n'est pas du tout inquiété, que le bateau n'est pas du tout endommagé, et qu'il allait lancer une fusée de détresse pour signaler sa position. 19 minutes plus tard, les gardes-côtes arrivent et ils ne trouvent ni bateau, ni débris, ni personne. Les recherches après ça ont duré 6 jours et rien n'a jamais été retrouvé. En plus de ça, le soir de la disparition, aucune fusée de détresse n'a été vue dans le ciel. Le dernier fait, c'est un fait qui date d'il y a pas longtemps, puisqu'il date de décembre 2020. Un paquebot de plaisance qui a disparu dans le triangle des Bermudes avec 20 personnes à son bord. Donc bien sûr, les gardes-côtes, ils ont été alertés, ils ont effectué des recherches sur 44 000 km² et ça n'a rien donné du tout. Donc maintenant, pour expliquer un peu ce phénomène du triangle des Bermudes, on va passer aux théories des plus folles aux plus plausibles. Franchement, sur internet, il y a de tout. Il y a vraiment des gens qui sont pro-aliens, des gens qui sont pro-paranormal, pro-surnaturel. Et il y a vraiment des gens rationnels, des scientifiques qui expliquent des choses qui pourraient causer des disparitions de bateaux ou d'avions. Donc on passe tout de suite aux explications. Donc je vais vous présenter tout de suite les théories. On va commencer avec les plus folles, parce que franchement, c'est ce qui nous fait rire le plus, c'est ce qui nous intrigue le plus. Pour les théories les plus folles, il y a bien sûr eu la théorie des extraterrestres, la théorie de l'Atlantide, des distorsions spatio-temporelles ou des champs magnétiques surnaturels. Donc tout ça dans la zone du triangle des Bermudes et uniquement là-bas. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est une conspiration politique. Donc bien sûr, dans tout ça, fallait y penser, on y a mêlé les francs-maçons, les attaques de monstres marins, ou encore des apparitions de démons provoquées par les dieux de la mer ou des choses comme ça. Donc bien sûr, ce mystère il a été largement contesté. Maintenant, parmi les théories explicatives et les théories rationnelles, on retrouve l'hypothèse des vagues scélérates. Ce sont des vagues océaniques très hautes et très soudaines. Donc ça bien sûr ça pourrait être à l'origine de beaucoup de disparitions de navires, parce que dans les récits il y a aussi eu des mentions de grains blancs sur les épaves ou des choses comme ça, donc ça pourrait être dû aux vagues, mais cela n'explique pas pourquoi les avions se crasheraient dans cette zone. Il y a également une théorie qui parle d'un massif rocheux qui se situe sous la mer, donc qui était un ancien volcan et qui avec la montée des eaux, avec le temps, il ne reste plus qu'une petite île protégée par une barrière de corail tout autour. Et ça a été trouvé grâce à des sonars. Donc je trouve ça incroyable. Mais surtout je trouve ça incroyable qu'il reste 90% des océans à découvrir. On ne connaît rien.
Genre rien du tout. Ça me passionne, j'ai trop envie de savoir plein de trucs. Et pourtant j'ai peur de la mer, des fonds marins, mais j'adore. Les récifs de corail peuvent expliquer le fait que les bateaux coulent parce que ça peut éventrer en fait les coques des bateaux. Le seul problème, c'est que la plupart des épaves qui ont été retrouvées intactes. Genre pas un pet dessus. Et elles ont été retrouvées droites comme ça, posées au fond de la mer. Comme si on les avait prises, on les avait posées. Donc ça va s'expliquer potentiellement par la dernière théorie rationnelle. Donc celle qui a été retenue au final comme la théorie et qui aujourd'hui fait quand même débat par rapport à plein de choses, mais ça reste la plus plausible. Donc l'explication la plus rationnelle, c'est tout simplement l'explication de l'émission de gaz de méthane au fond de la mer. Donc on est loin de malheureusement toutes les théories paranormales qui nous font un peu nous intéresser au phénomène du triangle des Bermudes, mais ça rassure quand même d'un côté parce qu'on sait qu'il n'y a pas une force qui fait que direct si on va y passer on va mourir quoi. En fait ce qui paraît étrange et qui pourrait être justifié par cette théorie, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'épaves qui ont été retrouvées de bateaux où ils étaient bien à plat, comme s'ils avaient d'un coup arrêté de flotter en fait, et que la mer s'était refermée sur eux et qu'ils avaient été juste posés sur le sol. Et ben en fait c'est exactement ce qui se passe d'après cette théorie. En fait on peut expliquer ça tout simplement par des poches de méthane sous la mer, qu'on appelle des pingos. Je trouve que c'est très mignon comme nom pour autant de dégâts. Ces poches, elles vont gonfler comme des bulles, elles vont gonfler, jusqu'à au bout d'un moment exploser. Sauf que des poches de gaz qui explosent dans du liquide et soudainement, ça fait un peu le même effet que si tu ouvres une bouteille de coca et que tu viens de la secouer juste avant. Il y a beaucoup de mousse. Et en fait quand cette poche de gaz va remonter à la surface de la mer avec la mousse, ça va créer un trou dans la mer. Rien que ça. Du coup le bateau ne peut plus flotter parce qu'il n'y a plus d'eau en dessous de lui et du coup il coule. Et après la mer va venir se refermer sur lui. En fait c'est pas que l'eau est complètement absente sous lui, c'est que ça va former comme un petit puits et le bateau va donc sombrer dans le petit puits et puis la mer va au final revenir se mettre sur le bateau. Et l'explication pour les avions, et ben c'est exactement la même chose. En fait la forte concentration de méthane qui va remonter dans les airs, ça va créer également de fortes turbulences atmosphériques juste au-dessus de la mer et qui vont du coup perturber les appareils des avions. Voilà, donc ça c'était la théorie avancée par les scientifiques, même si on préfère tous une bonne petite théorie un peu éliminée. Donc pour conclure, le grand mystère du triangle des Bermudes est pas si mystérieux que ça, qui va surtout se fonder en fait sur des rumeurs, sur des récits. Beaucoup de gens vont rapporter des informations erronées, embellies ou très mal interprétées, et c'est pour ça que la taille du triangle des Bermudes en fait est pas si fixe que ça. Tous les bateaux, tous les avions qui vont venir se cracher aux alentours du triangle des Bermudes en fait vont être considérés comme faisant partie du mythe, mais en fait pas du tout. C'est comme j'ai dit au début, la taille du triangle des Bermudes elle varie de 500 000 à 1,5 million de kilomètres carrés, donc c'est énorme. Forcément l'océan Atlantique c'est l'endroit sur la Terre où il y a énormément de passages. C'est vraiment une route où les bateaux vont passer, les avions vont passer, de marchandises, de touristes, et c'est immense. Donc statistiquement parlant, c'est pas si choquant que ça en fait qu'il y ait des accidents dans cette zone là. C'est comme quand on vous dit bah ouais mais t'as peur de l'avion, mais la voiture c'est plus dangereux que l'avion parce que ouais mais en fait c'est juste que tout le monde prend la voiture tous les jours. L'avion, il n'y a pas tout le monde qui prend tous les jours. Il y a plus de voitures qui circulent que d'avions dans le ciel, surtout en ce moment. Donc il y a plus d'accidents de voitures. Logique. Au final, le triangle des Bermudes ne fait pas partie des zones les plus dangereuses du monde, d'après le World Wide Fund for Nature. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous en aurez appris un peu plus, que vous aurez vibré en même temps que moi quand vous avez écouté les histoires. Franchement, j'ai adoré faire des recherches sur ce sujet. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez le tralala habituel. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos. Moi, je vous fais des bisous. Et ciao!